Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. Aujourd'hui on va s'intéresser à un éditeur que je connaissais pas il y a encore quelques semaines, les éditions de Juillet. Alors ils existent depuis 2004, sont situés à Rennes en Bretagne et sont spécialisés dans les beaux livres d'images. Ils réalisent la production de livres de qualité en mélangeant des talents confirmés et émergents. Régulièrement, les éditeurs m'envoient des livres et je parle ici de ceux que j'aime bien. Donc si vous êtes éditeur et que vous passez par là, coucou! Après avoir discuté avec les éditions de Juillet, ils m'ont envoyé un florilège de 5 livres parus ces 2 dernières années, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Ce sera aussi l'occasion de se pencher un peu plus sur le travail de l'éditeur, pour voir comment chaque livre a été mis en forme pour correspondre au travail photographique qu'il porte. Parce qu'ils sont forts en Bretagne. Chaque livre est unique, chez les éditions de Juillet il n'y a pas de formule toute faite, on s'adapte. Itinéraire d'une mélancolie est un titre à la fois beau et judicieux. La Russie a été la terre d'asile de toutes les peines de l'âme. L'isolement, la modestie, la dureté de la vie laissent beaucoup de regards songeurs. La langue là-bas dit tosca, mélancolie, spleen. Il y a de la langueur dans les espaces. En général, on s'en défend, on joue la fête pour oublier, on boit. Didier Bizet est photographe, il travaille chez Hans Lucas pour la presse nationale et internationale. Et il est l'auteur du livre qui s'appelle Itinéraire d'une mélancolie. Alors ce livre c'est sans doute celui dont le contenu m'a le plus plu dans la sélection, mais faut pas trop se fier à ce que je raconte parce que je risque de le redire par la suite. Il s'agit d'un voyage en Russie sur les traces du docteur Zhivago, un voyage au cœur d'une Russie désenchantée sur les traces de sa grandeur perdue. À travers toute la Russie, d'est en ouest et du nord au sud, Didier Bizet a photographié les Russes dans leur quotidien teinté de nostalgie et de mélancolie. Et ça c'est le genre de photographie que j'aime beaucoup, qui s'attarde sur le banal et le quotidien, mais là en Russie, mais surtout ailleurs des États-Unis, dont on a vu ça 50 fois et dont on connaît les pots de ketchup par cœur depuis 50 ans. Là c'est la même démarche mais sur quelque chose de plus neuf, de plus frais et j'aime beaucoup. Ici on se penche vraiment sur la Russie, sa mélancolie et l'ambiance très particulière qui l'habite, et on va voir un peu à quoi ressemble le livre maintenant. Itinéraire d'une mélancolie de Didier Bizet, vous l'avez sous les yeux. Donc ce que je disais c'est que c'était sûrement le livre dont j'ai préféré les images mais dont la mise en forme est la plus classique. Alors c'était pas grave, hein, c'est pas un défaut d'être classique, des fois classique c'est hyper bien et dans ce cas-là ça marche très très bien. Parce que ça parle de mélancolie, c'est quelque chose de difficile et il y a une mise en forme qui est sobre. Donc moi je trouve ça correspond parfaitement l'un et l'autre ensemble. Vous avez une couverture qui est un peu originale parce que vous avez une image qui est imprimée jusqu'à la moitié du livre et ensuite vous avez une couverture tissu avec le titre du livre, le nom de l'auteur et le nom des éditions. Donc ça c'est un peu original dans le sens où la plupart du temps vous avez soit une couverture imprimée, soit une couverture en tissu, mais rarement les deux qui alternent comme ça. Donc ça je trouve ça plutôt pas mal. Il y a un petit papier différent pour la, alors, je sais plus si ça s'appelle la 4e de couverture ou le dos, je me souviens jamais. Et ensuite c'est sur papier blanc et comme je disais c'est une mise en forme assez classique où vous avez les images soit en pleine page, hop, voilà c'est de la pleine page, soit vous en avez une par page comme ça. Mais le travail photographique qui est présenté ici est super chouette et il n'y avait pas besoin de plus pour ce bouquin, ça marche très bien comme ça. Le deuxième livre, c'est celui de Pierre de Vallombreuse qui s'appelle Badjaos. Depuis 1986, il travaille sur les peuples indigènes sur les 5 continents. Il a travaillé sur 42 peuples à peu près, de ce que j'ai compris de sa biographie. Ce livre porte donc sur les Badjaos, un peuple situé au nord de Bornéo, entre les Philippines et l'Indonésie. Plus précisément entre l'archipel des Célèbes et le sud des Philippines. Oui, j'ai fait la carte avec maman. Ils naviguent sur les mers de ces régions et voient leur mode de vie bouleversé par les sédentaires qui vivent de la pêche des hauts-fonds. Ces quelques milliers de nomades apatrides tentent de survivre dans une région qui est une véritable poudrière. On y retrouve des trafiquants d'à peu près tout ce qui se trafique, entre les humains, la drogue, etc. Des extrémistes musulmans qui sont liés à Daesh, des policiers corrompus, c'est vraiment pas la zone de rêve pour eux. Pierre de Vallombreuse s'est immergé parmi eux pendant 1 an, en plusieurs voyages, ce qu'il raconte aussi dans le livre, et pour en livrer un témoignage photographique. Et je vous propose maintenant de regarder un peu à quoi ça ressemble. Badjaos, et j'espère que je le dis bien, le livre de Pierre de Vallombreuse, vous l'avez sur les yeux, donc vous avez le texte qui est embossé dedans, donc les lettres sont gravées et il y a une finition argentée, avec une petite image embossée dans la couverture, donc c'est joli, classique mais joli, j'aime bien. Un gros détail, enfin, du coup si c'est gros c'est plus un détail, c'est que la couverture elle est faite avec un simili-cuir, ce qui rend hyper bien, donc au toucher c'est agréable et ça donne vraiment un côté carnet de voyage au livre, ça fait penser un peu au toucher au carnet Moleskine qu'on peut acheter dans les gares, etc. Et un autre petit détail, alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup, le papier est est coupé sur le côté, donc il est arrondi, ce qui donne vraiment là, un côté carnet de voyage aux images en fait.
Ça fait vraiment cahier, je trouve. Et les images alternent des images en pleine page, avec des images sur fond noir et d'autres sur fond blanc. Donc c'est assez rythmé, c'est plutôt sympa à regarder. Je vous laisserai le découvrir en vrai. Une fois rentré dans les montagnes, personne ne rencontre plus personne. Ce n'est là que l'activité totale des montagnes. Il ne reste aucune trace de quelqu'un une fois qu'il est entré dans les montagnes. Maître D'Ogène. J'avais attaqué mon périple, traversé les Pyrénées par la haute route, sans vraiment comprendre le sens de cette phrase du fondateur de l'école Soto du bouddhisme zen au Japon, que l'enseignant du dojo nous avait lu. Je savais qu'elle m'accompagnerait tout au long de ce voyage. 40 jours pour relier la Méditerranée à l'océan Atlantique en autonomie, c'est le temps que je m'étais donné. 40 jours, le temps de la transformation ou de la disparition. 40 jours, c'est le temps de la traversée du désert par Élie et Moïse, le temps du déluge, le temps de la résurrection. D'ailleurs, j'avais glissé dans mon sac le livre de Christian Robin, Ressuscité, qu'une amie m'avait offert quelques jours avant mon départ. Le prochain livre, c'est Tentation de disparition de Michel Leligny, que vous voyez ici. Ce livre, c'est le résultat d'un voyage difficile, solitaire, mais dont il livre des images d'une grande beauté. C'est aussi un des livres que j'ai préféré dans cette sélection. Je vous ai dit qu'il fallait pas m'écouter, j'allais le répéter plusieurs fois. Dans ces images, il nous montre une nature à la fois fragile et forte, mais que nous devons respecter, ce qui souligne aussi dans ces textes. C'est aussi une quête de réconciliation avec un passé douloureux dont l'auteur nous parle dans le texte qui accompagne le livre. Des 5 livres, je crois que c'est celui qui a le plus de textes de mémoire. Né en 1959, Jean-Michel Leligny est devenu photographe après un BTS photo. Alors j'ai vraiment adoré ses photographies, j'ai pris ça comme une vraie bouffée d'air, où le temps d'un livre, j'avais l'impression d'être au milieu des Pyrénées et de sentir l'air frais de la montagne près de moi. Les photographies sont très variées, entre des détails de la nature, des ambiances, des photographies de la montagne, comme quoi, même si c'est un sujet qui est beaucoup photographié, la montagne par les photographes notamment amateurs, c'est toujours possible d'en faire un travail exceptionnel. Certains devraient même en prendre de la graine. Alors il y a juste un point qui m'a un tout petit peu dérangé, et là encore je serais d'avis d'avoir votre avis en commentaire sur ça, parce que c'est peut-être juste une affaire de goût et vous aimeriez ça. En fait, c'est que les textes et les images sont très séparés. C'est-à-dire qu'on voit toutes les photographies, et après on a tout le texte qui raconte un peu ce voyage en question, et ce passé, etc. On va reparler du texte. Et du coup, les deux expériences sont très séparées, c'est-à-dire on voit toutes les images, et après on a tout le texte, mais on voit plus d'images dont ça parle. Strictement personnellement, j'aime bien quand il y a un peu les deux, que ça s'accompagne. Après, c'est vrai que s'il y avait eu les deux ensemble, ça aurait un autre défaut, c'est que j'aurais peut-être eu plus de mal à me plonger dans les images. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment l'impression d'être à la montagne des fois, quand on reste sur l'image, on l'analyse, on la regarde, et petit à petit, ce sentiment se crée, et ça aurait peut-être été cassé par le fait d'avoir le texte à côté en permanence, et j'aurais peut-être moins prêté attention aux images. Donc, une fois que j'ai vu les images et que j'ai lu le texte, je me suis dit tiens, c'est vrai que c'est dommage parce que du coup je vois plus d'images du tout, mais d'un autre côté j'ai pas forcément la solution miracle, c'est juste peut-être une question de goût et on pourra en discuter en commentaire. Dites-moi ce que vous préférez quand vous lisez un livre photo. Alors justement pour parler du texte, il est assez original et quand on le lit on est vraiment dans la tête de Jean-Michel Leligny. Il est à la fois très spécialisé, il va donner des mots de vocabulaire de montagne, etc. que j'ai cherché dans le dico, donc il parle comme il parlerait à quelqu'un qui s'y connaît, et en même temps il alterne et des récits de son voyage, et des souvenirs, et des pensées personnelles, etc. Donc on est vraiment dans sa tête tout le long du voyage. Ce qui est une expérience assez intéressante, parce que s'il avait raconté bêtement « j'ai été là, j'ai dormi là, 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 et je suis arrivé là », ça aurait perdu tout son intérêt. Donc on a vraiment cette expérience un peu à la première personne que j'ai trouvé sympa dans le texte. Maintenant, regardons le livre. Donc ça, c'est le livre qui s'appelle « Tentation de disparition » de Jean-Michel Leligny. Il y a plusieurs choses assez intéressantes à dire dessus, donc sur la mise en forme. D'habitude, je vous en parle pas, mais là, je prends un peu le temps d'en parler, je trouve ça sympa. Tout d'abord, vous allez voir qu'il y a un écart entre les papiers. C'est-à-dire, vous avez des papiers qui sont assez blancs, un petit peu froids pour les photographies de la montagne, comme celle-ci, par exemple. Et à la fin du livre, dans le texte dont je vous ai parlé, le papier est plus chaud. Et en fait, je trouve ça sympa, ça donne un côté où chaque papier, en fait, donne un sens à ce qu'il porte. C'est-à-dire que la montagne, c'est un lieu assez froid et inhospitalier, et le papier est plus froid. Et de l'autre côté, le texte est plus chaleureux dans le sens où Jean-Michel Leligny se confie dedans, et le papier matérialise ça en fait. Vous avez aussi au milieu, et je m'en lasse jamais, un dépliant, donc avec du texte qui est mis sur les images. Donc c'est vraiment un voyage poétique dans lequel on suit Jean-Michel Leligny grâce à son texte et à son livre, et surtout grâce à ce que je vous montre maintenant, qui est la mise en forme du livre, qui fait vraiment honneur à son travail. La première fois qu'elle mettait les pieds en Afrique, c'était sur la plus lointaine de ses extrémités.
le Cap, Cape Town. Elle avait 20 ans et n'avait jamais voyagé. Elle avait 20 ans et un soir, sans vraiment savoir pourquoi, elle a tapé sur Google « Partir loin ». Elle avait regardé la carte du monde, tracé des lignes imaginaires. Rêver de paradis perdu. Cape Town a surgi comme une évidence. De l'Afrique, elle n'imaginait que ses cases et sa savane. De l'apartheid, elle ne connaissait que ce qu'elle avait appris dans ses cours d'histoire. Nelson Mandela, Robben Island, elle rêvait de découvrir les couleurs vives de la nation arc-en-ciel. Dans l'avion qui l'a transportée à l'autre bout du monde, juste au-dessus de la sortie de secours, il y avait un écriteau rouge lumineux « Mind the step ». Attention à la marche. Mais elle ne l'a pas vu. Les yeux rivés sur l'océan Atlantique, glacial et agité, elle a admiré la force de cette ville qui se tient en équilibre sur 2 océans. Le livre dont on va parler désormais, c'est Farewell Cape Town de Benjamin Hoffman et Sophie Bouillon. C'est d'ailleurs le premier livre de la série sur les villes chez les éditions de Juillet, où ils accueillent ces 2 photographes. Le photographe et Sophie Bouillon qui est journaliste, pardon. Benjamin Hoffman, il a vécu et travaillé plusieurs mois à la ville du Cap, en Afrique du Sud, et il a été fasciné par les contrastes et la violence qu'il y a dans cette ville. Pour lui, cette ville, c'est vraiment un appel à l'errance et à réfléchir à la relation entre l'homme et son environnement. Ça se retrouve dans sa façon de faire des images, dans son regard qui est à la fois attentif et tendu, mais qui est toujours bienveillant sur ces sujets. Le texte de Sophie Bouillon, lui, nous parle de son amour pour le pays, tout en rappelant son engagement de journaliste. D'ailleurs, j'ai appris qu'elle était la plus jeune lauréate du prix Albert Londres, qu'elle a eu à 24 ans pour un reportage sur le Zimbabwe. Maintenant, on va regarder un petit peu le livre. Alors, Farewell Cape Town, ça ressemble à ça. Il y a une couverture en tissu avec le plan de la ville et embossé à l'intérieur. Alors, embossé, ça veut dire gravé dedans, on pourrait dire. En fait, le texte est creux quand on passe le doigt avec un motif en argent. Donc, c'est hyper joli. C'est un tout petit livre. Et ce que j'aime beaucoup aussi dedans, alors je vous montre pas tout, il y a un premier texte au début sur un papier plus foncé qui a un peu bleuté. Je sais pas si vous le verrez bien à l'écran. Et ensuite, les images. Alors, ce qui est sympa dans les photographies qui ont été gardées, c'est que il y a le bord du négatif, en fait. On voit un peu le bord du négatif, et ça donne un côté très physique aux images, en fait. Très, entre guillemets, chaleureux, chaud, parce que elles ont ces imperfections-là qui les rendent un peu naturelles. Donc, c'est hyper sympa, et c'est tout petit. Donc, j'aime bien les petits livres. Moi, j'ai tendance à dire que les auteurs qui font des grands bouquins, c'est bien quand c'est des entre guillemets grands auteurs ou quand ça se justifie pour le travail, voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a une tendance à faire des gros livres et moi j'aime bien les petits. Donc celui-là est pas très grand et j'aime beaucoup le format. Et le dernier livre dont on va parler, c'est celui-ci qui s'appelle Chaman Lumière de Flore A.L. Souroun. J'espère que je dis bien son nom. Elle s'intéresse au chamanisme avant de se rapprocher en 2016 du Cercle de sagesse de tradition ancestrale, qui organise chaque année une réunion pour honorer une prophétie avec tous les chamans du monde. Alors le chamanisme, c'est une pratique ancestrale qui est basée sur une médiation entre les esprits humains et les esprits de la nature et qui reconnaît un peu une nouvelle vague depuis quelques années dans la veine de tout ce qui est développement personnel, etc. Alors pour mettre les pieds dans le plat tout de suite, ce livre, c'est l'inverse du premier. C'est-à-dire le premier, le sujet m'a beaucoup touché, j'ai beaucoup apprécié les images, mais la forme était assez classique. Celui-ci, la forme était vraiment dingue, la mise en page est dingue, je vous le montrerai juste après. Il y a vraiment eu un travail de folie fait dessus, mais le sujet m'a complètement laissé de marbre, et ça c'est très personnel, c'est parce que je suis quelqu'un de très cartésien, scientifique, rationnel, et tout ce qui a trait un peu à ce genre de sujet, chamanisme, etc., voilà, tout ce qui est un peu ésotérique comme ça me laisse complètement de marbre. Je comprends que ça puisse intéresser d'autres gens, c'est pour ça que j'en parle, le livre est encore une fois hyper bien fait, donc c'est intéressant d'en parler, mais juste personnellement, c'est pas... voilà, c'est un truc qui me laisse un peu froid. Donc dans ce livre, c'est pas juste une collection de portraits, ça va vraiment plus loin que ça, il y a tout un texte où l'autrice va raconter sa recherche dans le sujet sur le chamanisme, sur les esprits, et sa quête un peu personnelle, qui est pour le coup un texte très personnel où elle se livre vraiment sur ce sujet-là. Et ensuite, il y a tous les portraits des chamans, avec à chaque fois des messages qui portent sur la conciliation entre l'homme et la nature, etc. Et à la fin, il y a une liste de qui est quoi, qui fait quoi, etc. dedans. Donc vraiment, si c'est le genre de sujet qui vous intéresse, si vous êtes intéressé par ce genre de choses ésotériques, etc., des esprits de la nature et compagnie, je vous le conseille vivement, parce que la forme est super chouette. Et voilà, on va prendre un peu le temps maintenant de le regarder.
Donc là, sous les yeux, vous avez Chaman Lumière de Flore A.L. Souroun. J'espère que je le dis correctement. Alors, ce que je vous disais, c'est que le livre, c'est pas le sujet qui m'a le plus touché de la sélection que j'ai reçue. Par contre, la mise en forme, c'était clairement celui que j'ai préféré dedans. J'ai trouvé très bien fait. Tout d'abord, vous avez le format, qui est un rectangle assez prononcé, ce qui est encore une fois assez rare. Souvent, c'est carré, un petit peu rectangulaire. Vous l'avez vu dans les autres bouquins. Là, c'est vraiment très vertical comme livre. C'est vraiment au format portrait. Ce qui fait sens quand on voit les images ensuite, je vais vous montrer. Mais c'est le seul dans ma bibliothèque qui a ce ratio-là, donc c'est hyper sympa. Ce que je vous disais, alors, c'est que, après un texte d'explication, vous avez ça. Et ça, je trouve ça hyper chouette. Donc, c'est des photographies qui ont été faites sur papier rouge, j'ai l'impression. Je sais pas du tout comment ça a été fait, mais je trouve ça très beau. Donc, ça fait vraiment penser à des rêves qu'on pourrait voir en images. Donc, ça va avec le thème du livre, qui est le chamanisme et les expériences un peu, entre guillemets, extrasensorielles ou ésotériques. Donc le rendu est hyper chouette sur papier comme ça, c'est très coloré, ça ressort hyper bien, je m'attendais pas du tout à voir ça dedans. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié cette partie-là, qui nous met vraiment dans le thème dès le début, avec quelque chose de très neuf que j'avais jamais vu. Ensuite, vous avez le texte, qui est le journal de l'autrice qui raconte son voyage, son expérience chamanique, on pourrait dire. Et après, vous avez les photographies, donc 2 portraits des différents chamans qui ont été interrogés, qui ont participé au livre, avec chacun un témoignage dedans. Et du coup, on comprend tout de suite pourquoi le livre a ce format-là. C'est parce que pour du portrait, c'est ce qu'il y a vraiment de mieux. Et là, pour le coup, les éditions de Julie ont fait le taf qui est de donner la meilleure forme possible pour un travail photographique. Là, ils sont vraiment fait chier. Et vous avez à chaque fois le message que voulait donner ce chaman au lecteur, qui est en l'occurrence nous. Et c'est entrecoupé de temps en temps de quelques photographies sur un papier différent, parce que là, vous avez un papier qui est légèrement brillant. Alors, je crois qu'on dit couché et non couché. Donc là, je crois que ce serait du couché. Ça, de mémoire, ça doit être du non couché, mais je me trompe peut-être. Donc vous avez des images un peu plus poétiques qui sont au milieu et qui entrecoupent le livre régulièrement sur un papier un peu différent. Donc c'est vraiment du plus bel effet. Et à la fin, vous avez la liste de tous les chamans et de qui est quoi, qui a fait quoi, et un peu leur rôle dans cette histoire. Donc Chaman Lumière, c'est vraiment un livre qui a une mise en forme qui est terrible. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En parlant de livres, je vous mets 10 outils indispensables pour votre projet photo, parce qu'ils donnent une petite méthode pour analyser les livres dedans, qui pourrait faire suite à cette vidéo. Alors je vous mets dans la description un lien et un seul vers le site des éditions de Juillet. Par contre, je vous préviens, il y a plein de choses qui font super envie, donc si votre portefeuille est un peu ric-rac, ne cliquez pas dessus, ça va faire très mal. N'hésitez pas non plus à les suivre sur les réseaux sociaux et sur Instagram, c'est que là souvent que je suis les éditeurs, ça me permet de tout avoir au même endroit. Encore une fois, il y a les liens dans la description pour suivre leur travail. N'hésitez pas non plus à me dire si vous préférez ce format de monstration, on va dire ça, des livres, parce que d'habitude je passe les images sur l'écran, là je les manipule un peu, je trouve que ça rend mieux au niveau du rendu, c'est-à-dire on se rend un peu plus compte de quoi on parle par rapport à juste montrer les images d'habitude. Si vous aimez bien ça, dites-le moi en commentaire, je serai ok pour le refaire par la suite. Et voilà, pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, et je vous souhaite beaucoup de bonheur, et à très bientôt sur cette chaîne.